Après des années sans grosse annonce de boîtier de la part de Canon, on a le droit aujourd'hui à l'annonce de deux boîtiers, le Canon EOS R1 et le R5 Mark II. Ça fait des mois et des mois que les rumeurs circulent, mais quels sont les specs de ces boîtiers? On les a enfin aujourd'hui et dans cette vidéo, on va justement prendre un peu le temps d'analyser tout ça parce que j'ai regardé la vidéo de présentation de Canon USA ainsi que de nombreux retours de youtubeurs. Crois-moi, il y en a énormément, également des articles sur internet. Bref, j'ai essayé de condenser ça et je vais apporter également mon point de vue sur le positionnement de Canon sur le marché parce que on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut pas analyser le marché sans connaître quelques specs de ces boîtiers. Le R1, c'est le flagship de la marque. Le mot était sorti durant l'annonce, donc Canon assure qu'il s'agit bien du flagship, donc le plus haut de gamme, le boîtier le plus haut de gamme de la marque. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais ça c'est un truc dont je suis pas forcément certain. Capteur plein format empilé rétroéclairé de 24,2 millions de pixels, 8,5 stops de stabilisation, de la rafale RAW jusqu'à 40 images par seconde, la fonction de préenregistrement en photo jusqu'à 0,5 secondes, soit environ une vingtaine d'euros. On a l'apparition du processeur Digic Accelerator qui, en plus du Digic X, nous offre des performances encore plus folles en autofocus. Donc on a bien les deux processeurs dans le boîtier, tout comme sur le Sony A9 III. D'ailleurs, on a l'apparition du Dual Pixel AF3, donc la toute nouvelle génération d'autofocus. Le R1, il a la possibilité d'enregistrer le sujet à traquer. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître. En gros, on crée une sorte d'avatar dans le menu dans lequel on met le visage de la personne. Et dès que cette personne apparaît sur le cadre, le suivi se fera automatiquement. Donc ça, couplé à l'eye tracking qui a également été amélioré, c'est pour moi une des grosses révolutions de ce boîtier. D'ailleurs, Canon le dit, il s'agit d'un boîtier destiné à des professionnels, donc des photographes sportifs, des journalistes, des personnes qui ont besoin d'un produit fiable offrant les meilleures fonctionnalités en termes de suivi de sujet. Niveau autofocus, c'est pas fini parce qu'on a également l'apparition de la priorité à l'action. Donc on a le choix entre le foot, le basket ou le volley. Alors peut-être qu'il y aura d'autres sports qui viendront compléter cette liste à l'avenir, mais pour l'instant on est sur un sport avec des gros ballons, des grosses balles. Cette fonction, elle va te permettre de suivre l'action. Donc par exemple, un joueur a le ballon dans les mains et le passe à un autre, le focus va switcher directement d'une personne à l'autre. On a aussi le choix de ne pas le faire, forcément. En photo, toujours, on a la possibilité maintenant d'upscaler des images directement à l'intérieur du boîtier. Donc on peut passer de 24 millions de pixels à 96 millions de pixels sur des images en JPEG uniquement, mais ça fait une amélioration de x4 au niveau de la qualité. Autre fonctionnalité intéressante, d'habitude on retrouve ça que sur les logiciels de retouche, on a aussi la possibilité de réduire le bruit des images directement dans le boîtier. Donc on a quelques petites fonctionnalités comme ça qui viennent faire leur apparition. Donc ça, c'est dispo uniquement en JPEG, je le répète, pas en RAW. Donc ça va être très utile pour un photographe sportif, encore une fois, qui shoot dans des conditions d'éclairage compliquées et qui souhaite transférer rapidement une image après une action. Moi, je vois ce genre d'utilisation là. D'ailleurs, on a le Wi-Fi 6 d'intégrer dans le boîtier pour un transfert d'image quasiment immédiat. Physiquement, on est toujours sur un boîtier monobloc, tout comme le R3, écran orientable mais pas inclinable comme le Sony A9 III. Quelques petites modifications au niveau des boutons, mais pour moi le plus gros changement, c'est au niveau du viseur. Il est beaucoup plus gros, il a l'air beaucoup plus agréable à utiliser aussi. Alors au niveau des specs en vidéo, maintenant on peut shooter en 6K RAW jusqu'en 60 images par seconde en 12 bits sur de la CF Express type B. D'ailleurs, on a deux slots de CF Express type B ainsi qu'un port HDMI pleine taille. Le R1, il peut enregistrer des proxys en 2K, donc lorsqu'on shoot en RAW, ça peut être cool pour faciliter le workflow en post-prod. On va avoir des proxys sur une autre carte. On a aussi de la 6K Lite, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et de la Full HD 240 avec de nombreux codecs de disponibles. Le C-Log 2, il est présent en interne, enfin j'ai envie de te dire. Ce profil log, il nous offre jusqu'à 16 stops de dynamique. On a les fausses couleurs, on a les waveforms, la possibilité d'importer des luttes directement dans le boîtier. On a la fonction de préenregistrement jusqu'à 5 secondes, la possibilité de capturer des photos tout en enregistrant des vidéos. Donc ça, je sais pas si c'est dispo en log, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est vraiment cool. Et les photos, quant à elles, seront dispo uniquement en JPEG. On a du 24 bits sur 4 canaux, ce qui, si je dis pas de bêtises, nous permettra d'enregistrer du son au ralenti, tout comme la C70. Et toutes ces specs en vidéo, absolument toutes, sont dispo sur un autre boîtier qui a été annoncé en même temps, le R5 Mark II, qui est à mon sens le boîtier le plus attendu de cette annonce. Donc lui, il vient succéder au très célèbre R5 4 ans plus tard, et comme Canon n'aime pas délaisser sa gamme 5, ils ont mis le paquet, je dois dire, sur ce boîtier. Capteur CMOS plein format empilé rétroéclairé de 45 millions de pixels,
les mêmes deux processeurs que sur le R1, donc le Digic X et le Digic Accelerator, 8,5 stops de stabilisation, on a un viseur qui est nettement plus gros que sur le modèle précédent, on a aussi de l'upscale, mais cette fois-ci on passe d'un JPEG de 45 millions de pixels à 179 millions de pixels, la fonction de réduction de bruit, on a de la vidéo jusqu'en 8K en 60p, donc ça c'est dispo en RAW Light, on a de la 4K 120, de la Full HD 240, un slot CF Express Type B et carte SD, on a aussi des grilles d'aération sur les côtés, reste à voir au niveau de la surchauffe ce que ça va donner, on se souvient du lancement du R5 et du R6. Chose qui n'était pas présente sur le R5, on a la griffe de flash électronique qui vient faire son apparition et on a le même écran orientable. Ensuite, je vais pas réénumérer toutes les autres specs du R1 parce que c'est quasiment les mêmes dans un boîtier annoncé à 4 749 € contre 7 499 € pour le R1. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a présenté un petit peu les specs, moi je me pose la question, quel est le positionnement du R1 sur le marché? Est-ce que c'est réellement un flagship après tout? Et qu'est-ce qu'il vaut face à la concurrence? C'est vrai que en face on a un Nikon Z9 qui est sorti fin 2021, un petit peu daté certes, mais c'est un capteur empilé de 45 millions de pixels. Il peut shooter des rafales en JPEG jusqu'à 120 images par seconde. Cette fonctionnalité elle est pas présente sur le R1, pas du tout. On a 40 images par seconde en RAW et c'est tout. Alors tu vas me dire c'est déjà pas mal, mais si Canon a su mettre ce genre de feature sur le R3 avec le 195 images par seconde, pour moi ils doivent impérativement le mettre sur un boîtier tel que le R1. Alors je pense qu'ils le mettront dans une mise à jour plus ou moins proche. Moi j'ai pas de doute là-dessus, mais comme il s'agit du boîtier le plus haut de gamme, ils ne doivent pas délaisser ce genre de fonctionnalité qui pour le coup est très utile pour les photographes sportifs qui shootent exclusivement en rafale et beaucoup shootent encore en JPEG. Le Z9, il propose de la 8K 60 en vidéo depuis pas mal de temps suite à une mise à jour. Sur le R1, on l'aura jamais parce que le capteur ne le permet tout simplement pas. En face, on a aussi le Sony A1 qui date de janvier 2021, donc ça fait à peu près 3 ans et demi à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce boîtier, il dispose d'un capteur rétroéclairé de 50,1 millions de pixels, une rafale en 30 images par seconde en photo, de la vidéo en 8K en 30 images par seconde, et tout ça dans un boîtier qui a plus de 3 ans. Aujourd'hui, chez Sony, on a l'A9 III qui est la grosse révolution de 2024 avec son global shutter, 24,6 millions de pixels certes, mais c'est pas un flagship, le flagship de chez Sony ça reste quand même le A1, donc moi je serais pas surpris de voir arriver un Sony A1 Mark II d'ici quelques mois avec des specs gonflés à bloc et toujours un capteur doté d'une grosse résolution parce que c'est ça qui fait un flagship chez une marque selon moi. Donc le global shutter il est déjà présent chez Sony, donc pourquoi pas voir ça sur un vrai flagship, parce que quand on pense flagship, moi je pense forcément à une résolution élevée, une rafale comme on n'en a jamais vu, des très très hautes performances en autofocus, donc ça on l'a avec le R1, il n'y a pas de souci. Des specs en vidéo au moins égales ou supérieures à celles des boîtiers moins flagship de la marque, donc j'entends par là au moins de la 8K. Donc en bref, pour moi le R1, soit il vient 2 ans trop tard, soit il devrait pas s'appeler le R1 mais plutôt un R3 Mark II. Car du coup, qu'est-ce qu'elle va devenir la gamme R3 maintenant qu'on a le R1? Moi je pense qu'elle va totalement disparaître, on aura à présent la gamme 1, 5, 6, 7, etc. Comme à l'époque des réflexes en fait avec le 1D, le 5D, 6D, etc. On n'avait pas de gamme avec des chiffres 2, 3, 4. Et je pense que le line-up chez Canon va adopter cette logique-là à partir de maintenant. Je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires, après tout, c'est que mon avis. Après, je pense aussi qu'il y a eu un mix entre une attente trop longue, un public qui se fait des films aussi sur les potentielles rumeurs, les caractéristiques du R1 avant qu'il sorte, ce qui fait que du coup, les gens sont un petit peu déçus de cette annonce parce qu'ils attendaient quelque chose de mieux et je le comprends parfaitement. Après tout, ça fait quand même 4 ans que Canon nous dit que le vrai flagship de la marque, c'est pas le R3, mais il s'appellera le R1. Aujourd'hui, il est là et est-ce qu'il a tout d'un flagship? Et en plus de ça, si je me base sur les nombreux retours, les nombreux avis que je vois sur internet depuis l'annonce, eh bien les gens ont l'air majoritairement déçus de l'annonce du R1. Après, faut pas oublier qu'on est sur un boîtier qui propose sur le papier le meilleur autofocus du marché, toutes marques confondues, la science de couleur Canon qui pour moi est inégalée, c'est une des plus abouties. Après, on a un port full size HDMI, du C-Log 2, de la 6K60 en RAW 12 bits, de la Wi-Fi 6, le tout dans un boîtier monobloc ultra résistant. Donc je peux comprendre que ce soit pas assez pour certains au niveau de la taille du capteur notamment. Du coup, ces personnes-là iront sûrement chez Sony ou Nikon et il y a vraiment aucun problème avec ça.
À propos du R5 Mark II, bah là pour moi on est vraiment sur le boîtier, la grosse annonce de la journée, pour moi c'est ça. On est sur un boîtier qui succède parfaitement au R5 selon moi. Tout ce qui avait besoin d'être upgradé sur le R5, bah on l'a sur le R5 II. Ce boîtier il va correspondre à une grande majorité de personnes dans le sens où on a une grande résolution en photo de 45 millions de pixels. On a un capteur empilé, les mêmes performances autofocus que sur le R1, light tracking autofocus, un viseur beaucoup plus gros, donc beaucoup plus confortable que sur le R5. En vidéo, on a enfin le C-Log 2 en interne, ça va être un gros game changer pour les vidéastes. On a enfin une prise full size HDMI, pareil gros game changer pour un boîtier de cette taille, bah c'est vraiment la première fois chez Canon aussi. Là on sent clairement que la marque écoute à la fois les photographes et à la fois les filmmakers indépendants, parce qu'on a ici le meilleur de ce que peut proposer Canon dans ces deux secteurs d'activité. Je suis pas certain que ce soit le cas sur le R1, je suis pas certain que ça réponde pleinement à une attente, ou alors il y a peut-être moins d'utilisateurs de R3 tout simplement et moins d'attentes sur un boîtier flagship. Donc pour en revenir au R5, pour moi c'est une suite logique, hein. C'est un boîtier qui est très attendu, beaucoup plus attendu que le R1, et je suis certain qu'il va très bien se vendre. J'espère pouvoir le tester bientôt pour voir concrètement ce qu'il a dans le ventre sur des shootings et des prods vidéo avec des clients. Ça couplé avec le 35 mm VCM ou alors le 24-105 f2.8 et tous les autres futurs objectifs qui seront dotés des meilleurs autofocus, bah je vois pas comment on peut faire mieux aujourd'hui. Alors du coup pour les possesseurs de R3, R5, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader? Alors ça dépend franchement. Pour ceux qui veulent revendre leur R3 pour le R1, bah je pense que le R3 il va subir une grosse décote parce qu'aujourd'hui il est annoncé à 5000 € neuf et on peut le trouver à 4000, 4500 € d'occasion, voire même un petit peu moins selon les modèles. Après, comme Canon l'a dit, hein, le R1 c'est destiné aux photographes sportifs, aux journalistes, donc des personnes qui bossent souvent dans des agences de presse et pour qui cet achat bah, c'est plus une simple formalité plutôt qu'autre chose. Ces personnes-là elles veulent l'outil capable de délivrer la photo la plus rapidement possible et c'est ce que propose le R1 aujourd'hui. Donc il n'y a pas de doute, ce boîtier a déjà son public, il va se vendre. Pour ce qui est des détenteurs du R5, bah, c'est sûr qu'il y a plein de fonctionnalités intéressantes sur le R5 II qu'il n'y avait pas forcément sur le R5, particulièrement si tu fais de la vidéo. C'est vrai que le point noir chez Canon c'est surtout au niveau de la dynamique en log, donc ça c'est un problème de vidéaste, hein, j'en suis conscient. Si tu fais de la photo principalement, je suis pas sûr que l'upgrade vaille le coup. Sur le R5, bah, on est sur un boîtier à quasiment 3500 € qui propose un log à 13 diaph, bah c'est pas si fou hein, quand on regarde ce que fait Pana, Nikon ou bien Sony aujourd'hui. Donc pour les vidéomakers, c'est sûr que l'upgrade vaut le coup. Le R5 c'est un beau step up hein, parce qu'on arrive à plus de 16 stops de dynamique grâce au C-Log 2, tout ça en interne, donc ça surpasse carrément ce que les autres marques peuvent proposer aujourd'hui. Et rien qu'avec ça, hein, moi je pense que Canon redevient un concurrent sérieux en vidéo grâce à ce boîtier, parce que bah, en plus de toutes les fonctionnalités qu'on a énumérées dans cette vidéo, bah, ça fait de lui un boîtier ultra complet. L'avantage aussi c'est que ça va faire baisser le prix du R5 en occasion, donc potentiellement attirer plus de monde sur l'écosystème Canon. Le R5 c'est vraiment un excellent boîtier, il a encore de très belles années devant lui. Allez, j'ai hâte de lire tous vos retours sur cette annonce Canon, n'oublie pas le code créateur Nicolas sur Miss Numérique, à bientôt.